Salam alaikum mes élèves. Alors aujourd'hui, je vais continuer, réellement, je vais finir la quatrième unité intitulée Utilisation de la matière organique et inorganique. Alors l'autre fois, on a parlé des pollutions des systèmes, des écosystèmes à cause de l'utilisation de cette matière organique et inorganique par l'homme. Alors on a parlé des phénomènes issus de ces pollutions et on a aussi parlé des impacts, hein, soit sanitaires ou bien écologiques de ces polluants. Alors aujourd'hui, on va continuer notre chapitre. Alors on s'est arrêté, dans un phénomène, au niveau d'un phénomène écologique issu des polluants. C'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. Alors on a dit que l'eutrophisation c'est quoi? C'est un phénomène qui apparaît à cause de la pollution de l'eau par des minéraux, l'azote et le phosphore, qui sont très utilisés au niveau activité agricole, ce qui fait que les eaux, surtout, l'eutrophisation, elle est issue surtout à cause de cette utilisation aléatoire des engrais chimiques qui contiennent cet azote et cette phosphore. Alors, on a expliqué comment se fait ce phénomène. Alors, j'ai oublié de donner une définition de ce phénomène. C'est marqué ici. Alors, vous prenez après la définition. Alors, on a dit que c'est un phénomène qui résulte par la multiplication des algues au niveau de ces eaux. Alors, ces algues, les algues, les micro-algues, ces algues, ils ont la capacité de changer leur régime alimentaire, c'est-à-dire d'eutrophes à hétérotrophes, ce qui fait que les algues sont en profondeur, la lumière n'arrive pas à ces algues, ce qui fait que ces algues ils vont être hétérotrophes, c'est-à-dire ils vont réaliser la respiration, ce qui fait que l'oxygène va diminuer dans ces eaux. Alors la diminution de l'oxygène va provoquer un déséquilibre, hein, de cette eau, ce qui fait qu'on va avoir une diminution la disparition de certaines espèces dans ces eaux, c'est-à-dire la diminution de la biodiversité dans ces eaux. C'est un phénomène issu de cette eutrophisation. Et alors, un autre phénomène issu de ces polluants, c'est ce qu'on appelle la bioaccumulation sur l'environnement. Alors, lorsque les systèmes, les écosystèmes, c'est-à-dire l'eau, le sol, ou bien l'air, et les polluer, alors ces polluants ils peuvent être absorbés par les végétaux. Alors, comme vous savez, les végétaux ce sont les premiers maillons d'une chaîne trophique. Alors, en augmentant dans la chaîne trophique, on va avoir une augmentation de la concentration de ces polluants, ce qui fait que en arrivant à l'homme, la quantité des produits toxiques vont être très concentrés dans les tissus des produits alimentaires. Alors, ce qui fait qu'on va avoir une contamination, qui va provoquer des maladies ou bien du dysfonctionnement au niveau de l'organisme. Ça y est. Alors, on parle de ce qu'on appelle la bioaccumulation. تراكم بالنسبة للمواد الملوثة، إذا تواجدها في الأوساط الماء ولا التربة أو الهواء سيجعل النباتات تقوم بامتصاص هذه المواد سواء على مستوى الماء أو على مستوى التربة. إذا امتصاص هذه المواد من طرف النباتات سيجعل النباتات تصبح توكسيك، c'est-à-dire il est riche en produits polluants, ce qui fait que alors, les végétaux, soit ils vont être consommés directement par l'homme, soit ils vont être consommés par un être vivant, la vache, et lorsqu'on va consommer cette viande de la vache, on va avoir une intoxication parce qu'on a une accumulation, une concentration très très importante de ces polluants dans ces tissus. Ça y est, vous avez compris la bioaccumulation. Alors, la bioaccumulation des polluants se fait au niveau des chaînes trophiques, qui va provoquer une intoxication au niveau chez l'homme. Alors, on a terminé concernant les impacts des polluants sur la santé et sur l'environnement. Alors,
passer à un autre chapitre, donc il y a un autre paragraphe, c'est comment on va atténuer ces pollutions. Alors, comme vous savez que la pollution de l'air ou bien le sol et l'eau, ce sont des pollutions issues de l'activité humaine. Alors, l'activité la plus importante qui touche ces systèmes, c'est l'activité industrielle. Alors, comment on va atténuer l'activité, les polluants issus de cette activité industrielle, et afin de réduire, ces impacts sur l'environnement, bien sur la santé. Alors, il y a un autre, alors comme vous savez, l'industrie, elle utilise l'énergie fossile. Alors, c'est les dérivés pétroliers. Alors, ces dérivés sont utilisés au niveau des machines et ainsi de suite. Alors, comment on va comment on va atténuer les pollutions issues de cette énergie en utilisant ce qu'on appelle des énergies propres ou bien ce qu'on appelle des énergies renouvelables. Alors, on a deux sources de cette énergie, c'est-à-dire les énergies qu'on peut utiliser au niveau de l'industrie afin d'atténuer les impacts issus de cette pollution. Alors, on a l'énergie renouvelable, comme vous savez, l'énergie renouvelable, on a plusieurs types d'énergie renouvelable. L'énergie éolienne, issue de la vitesse, de la force du vent. L'énergie solaire, en utilisant des plaques. Ces plaques vont accumuler les rayons solaires et sont des plaques en silice au niveau se fait des réactions d'oxydation, libération des électrons. Ces électrons vont soit réchauffer ou donner la chaleur. Avec libération des électrons, on va avoir une libération de chaleur, ou bien ces électrons vont être utilisés pour produire de l'électricité. Alors, on a deux modes d'utilisation des rayons solaires au niveau de ces plaques. Troisième type d'énergie renouvelable, c'est l'énergie hydraulique, c'est-à-dire l'énergie qui est utilisée au niveau des. C'est l'énergie utilisée, on utilise la force des eaux, soit les eaux stagnantes au niveau des rivières et aussi des marais. On a plusieurs types. Vous allez chercher comment se fait la formation mais comment se fait l'utilisation de ces sources naturelles afin de produire de l'énergie. Alors, l'énergie produite, c'est l'énergie électrique, soit au niveau des stations qui utilisent l'énergie éolienne, ou bien l'énergie solaire, ou bien aussi l'énergie hydraulique, c'est-à-dire on va utiliser ces sources naturelles pour produire de l'électricité. Cette électricité, on va l'utiliser pour faire marcher des moteurs, ou bien des machines, et ainsi de suite. Et ainsi atténuer l'utilisation de l'énergie fossile qui est une énergie polluante. Deuxième outil, deuxième énergie propre, deuxième alternative utilisée afin d'atténuer les impacts des polluants. Alors, c'est ce qu'on appelle les biocarburants. Alors, les biocarburants, on a deux types, soit l'éthanol ou bien les esters. Alors, l'éthanol, il est utilisé ou bien il est formé d'après une fermentation. Alors, on utilise des déchets de blé et de maïs dans des bioréacteurs avec des bactéries qui vont réaliser une fermentation pour donner l'éthanol. Ouais. Alors, cet éthanol va être mélangé à l'essence afin de diminuer la quantité de l'essence utilisée et ainsi diminuer la pollution issue de la combustion de l'essence et ainsi diminuer le taux de CO2 libéré après cette combustion. Alors, le deuxième biocarburant utilisé, ce sont les esters des huiles végétales. Alors, soit à partir de l'huile de colza ou bien de l'huile de tournesol, on réalise une réaction chimique qui est la transestérification, dans laquelle on va utiliser les esters. Les esters vont être mélangés avec le gasoil afin d'atténuer la libération d'un taux très élevé de CO2 dans
la nature et aussi attribuer à l'impact de l'utilisation de ce type de produits qui polluent. Alors, ça c'est pour les solutions utilisées afin d'atténuer les polluants. Alors, on a d'autres solutions dans le domaine agricole. Alors, comme vous savez, dans l'agriculture, on a l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides. Alors, pour atténuer l'impact de ces produits, alors on utilise ce qu'on appelle l'agriculture durable ou bien l'agriculture verte en utilisant des engrais biologiques et aussi ce qu'on appelle la lutte biologique afin d'éliminer certains insectes ravageurs sans utiliser des produits chimiques. Ça y est. Alors, on a terminé le deuxième chapitre concernant les polluants et leurs impacts sur l'environnement. On passe à un troisième chapitre dans l'unité. Alors, le chapitre est intitulé La matière radioactive et l'énergie nucléaire. Alors, il y a la partie que j'ai pas mis dans le cours. C'est une partie que vous avez étudiée dans le programme de physique et chimie. Dans votre programme, vous avez étudié comment se fait les réactions de fusion, de la fission afin de libérer cette énergie nucléaire. Vous avez étudié ça, je ne vais pas refaire cette partie, c'est-à-dire étudier les réactions de fusion et de fission nucléaire, et les éléments qui vont être libérés après ces réactions, les électrons, les positrons, les rayons gamma, l'atome de hélium et ainsi de suite. Alors vous avez étudié ça. Alors moi je vais me focaliser sur les avantages de ces éléments radioactifs. Alors les éléments radioactifs, bien l'énergie nucléaire, elle est utilisée dans l'Europe dans l'utilisation de l'électricité. Alors comment se fait? Alors grâce à des réactions de fission nucléaire, d'un élément, l'uranium. L'uranium, lorsqu'il va se fractionner, il va donner une chaleur, il va libérer des chaleurs. La chaleur va être utilisée pour faire marcher une turbine. Cette turbine va donner de l'électricité et ainsi on va avoir une production d'électricité. Ça y est. Alors actuellement, la plupart des pays européens utilisent l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité, ce qui fait que c'est une énergie très importante, bien l'énergie électrique formée après une fusion d'uranium, c'est une énergie électrique très, très importante. Ça y est. Alors, un deuxième avantage de l'utilisation de ces éléments radioactifs, alors, ils sont utilisés dans la datation. Alors, la datation, vous avez étudié l'année dernière la datation relative. Alors, la datation absolue, c'est-à-dire donner exactement l'âge de fossile ou bien de l'organisme mort après. On va étudier la radioactivité du carbone, C14. Alors, dans notre organisme, on a une quantité de cet élément. Alors, comme vous savez, vous avez une relation qui dit A est égal à 0 fois exponentielle moins lambda t. Alors, à partir de cette relation, on peut déterminer la demi-temps t. Ces demi-temps-là va donner le temps nécessaire pour avoir cette radioactivité et ainsi déterminer l'âge de cette fossile ou bien de cet organisme. Alors, la radioactivité, les éléments radioactifs sont utilisés dans le domaine de la géologie pour déterminer exactement la datation absolue des fossiles, des roches et ainsi de suite. Et troisième avantage de l'utilisation des éléments radioactifs, alors ils sont utilisés dans le domaine sanitaire, médical, et aussi dans le domaine
agroalimentaire. Alors dans le domaine médical, on a les radiations gamma, les rayons X, ils sont utilisés à faible dose afin de, dans l'agriculture, dans le domaine agroalimentaire, ces éléments, c'est-à-dire les rayons X et les rayons gamma, sont utilisés pour désinfecter des produits alimentaires comme la fraise, comme les dattes et ainsi de suite. Alors ces rayons, ils sont utilisés pour but pour détruire les bactéries qui vont engendrer la détérioration de produits alimentaires. Alors, dans le domaine sanitaire, il est utilisé dans deux domaines, dans l'imagerie nucléaire, c'est-à-dire le scintigraphie, c'est-à-dire étudier l'aspect de l'organe. Alors, comme exemple, on injecte de l'iode radioactif pour étudier la thymus, est-ce qu'elle est présente en état normal ou bien anormal. Et alors, dans la radiothérapie, il est utilisé pour traiter aussi les cancers. Alors ça, c'est pour l'utilisation de ces éléments radioactifs dans le domaine agroalimentaire et aussi dans le domaine médical. Alors les dangers de cette pollution nucléaire, comme vous savez, les éléments radioactifs sont très dangereux au niveau sanitaire, c'est-à-dire ils provoquent ce qu'on appelle des mutations au niveau de l'ADN. Cette mutation peut induire à des malformations congénitales dans le cas des fœtus ou bien à l'apparition des cancers. Et aussi, les éléments radioactifs, ils polluent, dans le cas de l'environnement, ils polluent l'eau, l'air et le sol. Alors, ces éléments, ils vont être fixés par les plantes, ce qui fait qu'ils finissent chez l'homme. On parle de ce qu'on appelle la bioaccumulation, c'est-à-dire on va avoir ces éléments dans notre alimentation lorsqu'ils sont dans l'air ou bien dans le sol ou bien dans l'eau, parce qu'ils vont être fixés par les plantes. Alors, ces éléments, c'est-à-dire l'énergie nucléaire, il a des avantages, mais il a aussi des inconvénients au niveau sanitaire, au niveau écologique, et aussi il produit des déchets qui présentent un problème, c'est-à-dire des déchets qu'on ne peut pas traiter, qu'on ne peut pas recycler, ce qui fait qu'ils présentent un danger écologique. Alors, on a deux types de déchets, des déchets qui présentent une autre activité, c'est-à-dire sont toujours en activité nucléaire, et des déchets qui présentent une moyenne activité, mais à longue vie, c'est-à-dire un temps très 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 grand. Alors, comment on fait pour éliminer ces déchets? On ne peut pas les recycler ou on ne peut pas les traiter. Comment on fait? Alors, on utilise, pour l'élimination, on utilise des alvéoles isolées de l'environnement par de béton, afin d'éliminer les émissions des rayons radioactifs. Et aussi, on traite ces déchets pour retarder leur émission radioactive avant de l'enfouissement de ces déchets. Alors, on a terminé le troisième chapitre. J'ai parlé du chapitre qui est en relation avec les SVT. Alors, la partie de ce chapitre, la première partie de ce chapitre, c'est une partie que vous avez étudiée sur le programme PC, physique-chimie, c'est-à-dire comment se fait la réaction de fusion et de fusion nucléaire. Alors, on ne va pas parler de ça, j'ai discuté, j'ai focalisé le chapitre sur les parties très essentielles, ou bien les parties qui sont en relation avec les SVT, c'est-à-dire l'utilisation de cette énergie, leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, je vais traiter l'autre chapitre, c'est-à-dire le dernier chapitre. Alors, le dernier chapitre, il est intitulé Contrôle de la qualité et de la sécurité des milieux naturels. Alors, comment on va
contrôler ces milieux afin de, de savoir est-ce que les milieux sont polluants ou bien non pollués. Alors, je vais commencer par l'étude de contrôle de la qualité de l'eau. Alors, pour ce contrôle, on a deux types. On a le contrôle in situ, c'est-à-dire le contrôle au niveau de la source, et le contrôle in vitro, c'est-à-dire le contrôle au niveau des laboratoires. Alors, pour déterminer la qualité ديال واحد اللون، alors كنديروا واحد الدراسة ديال داك اللون في هذاك في الطبيعة ديالو فين كاين مثلا اون ريفيير مثلا كندرسوها في ديك البلاصة وكناخدو لي زيشونتيون لابوراتوار باش نديرو واحد ليتود in vitro. Alors, l'étude in situ, les paramètres étudiés, la transparence, c'est-à-dire est-ce que est transparent bien ou non, c'est-à-dire est-ce qu'il est mélangé avec quelque chose qui laisse que l'eau n'est pas transparent. On voit que la transparence, ce paramètre est étudié en mètres, c'est-à-dire quand je vois بحال كيبان الماء كاين واحد العمق ما كيبقاش يبان لينا فيه شنو هو داك العمق فاش ما تيبانش لينا كيمكن لينا ديك لا ترونسبارونس. Alors كل ما كانت لا ترونسبارونس قليله كل ما كان l'eau de qualité mauvaise. Alors la matière en suspension, MESC, alors on étudie la concentration de la matière en suspension. Alors vous avez ici des valeurs. Alors plus l'eau il contient une grande quantité de cette matière en suspension, plus l'eau devient de qualité mauvaise. La température, alors comme vous savez, la température c'est un paramètre qu'il faut étudier, parce que les températures normales bien normales. Donc vous avez ici les valeurs. Alors كل ما ارتفعت درجة الحرارة ديالنا كل ما كان de qualité mauvaise. D'une source, au niveau de la source, la source, la température, avec la rivière ou avec le lac, et ainsi de suite. Alors, quand je vois l'échantillon de laboratoire, on a deux facteurs, deux paramètres, au niveau laboratoire, le DBO5 et le DCO. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le DBO5? Alors, vous avez ici le DBO5, c'est la demande biologique en oxygène pendant 5 jours. C'est un paramètre utilisé pour étudier la concentration de matière organique dissoute dans l'eau. Alors, vous avez ici la définition, le DBO5. Alors, l'unité c'est en mg par litre. C'est la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. Il représente la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder la matière organique par un voie biologique, c'est-à-dire en utilisant des bactéries dans un milieu obscur à température 20 degrés Celsius. Et le DCO, c'est le même, on a une oxydation chimique. Alors c'est la demande chimique en oxygène, la quantité d'oxygène consommée par les oxydants chimiques forts pour oxyder la substance organique et minérale dans l'eau. Alors ces éléments, comment on les calcule? Alors qu'il y a un appareil, alors un appareil qui détermine les valeurs, qui centrale les valeurs DBO5. Alors كل ما كانت لا فالور ديال DBO5 كبيره كل ما دل على ذلك على ان لا ماتيير اورغانيك ديسوت كثيره وبالتالي فان له دو كاليتي موفيز. ميم شوز بالنسبه للدي سي او، كل ما كانت لا فالور دو دي سي او حتى هو مليغرام بار لتر، كل ما كانت لا كونتيتي ديال دي سي او لا فالور ديال دي سي او كبيره كل ما دل على ان عندنا بزاف ديال la matière organique dissoute dans l'eau et ainsi la qualité de l'eau elle est mauvaise. Alors maintenant, plus le DBO5 et le DCO sont élevés, c'est-à-dire la valeur, plus la charge polluante des eaux usées est grande, c'est-à-dire plus l'eau devient de qualité mauvaise. Alors ça, ce sont les critères qu'on étudie au niveau laboratoire. Et là, les autres critères, c'est-à-dire les autres paramètres, ils sont étudiés in situ, c'est-à-dire au niveau du lac ou bien de la rivière, étudier afin de déterminer la qualité de l'eau de cette rivière et de ce lac. Alors,
Deuxième critère utilisé, ou bien, qui indique, ou bien, qui représente un indicateur de la qualité de l'eau, c'est le critère biologique. Alors, le critère biologique, il y a deux critères qui sont les indicateurs, c'est-à-dire des organismes, les organismes qui sont très sensibles à la pollution organique et aux bactéries. C'est-à-dire, il aime prochainement les éléments marqués avec les éléments, chez les bêtes ou chez les êtres vivants sont sensibles. Mais qui يكون شوية de la pollution صافي يختفي منهم دوك المياه وبالتالي فإن العدم وجود ديالهم تيدل على أن l'eau إلي polluée. صافي كاين عاوتاني العكس les indicateurs ديال l'eau polluée c'est-à-dire كاين des organismes اللي تلقاوهم في rivière ou bien في lac هذوك les êtres vivants ce sont des êtres vivants qui poussent bien qui se trouvent qui vivent dans des eaux polluées c'est-à-dire ملي تلقاهم تيدلوا على la pollution هادو ملي تيختفي تيدلوا على أن l'eau إلي polluée الوجود ديالهم تيدل على أن l'eau إلي pure ou bien il n'est pas pollué. Alors, ce sont des insectes et des végétaux qui sont utilisés comme des indicateurs ou bien comme des critères biologiques afin de déterminer la qualité de l'eau. L'autre partie, le contrôle de l'autre écosystème, c'est-à-dire l'air et le sol. Alors pour l'air, il y a des appareils qui sont utilisés pour déterminer le taux de CO2, le CO, le monoxyde de carbone, l'azote et ainsi de suite, et des particules en suspension dans l'air. Et ces concentrations, alors qu'il y a des normes données par l'Organisation mondiale de la santé, alors si je trouve que la concentration du CO2 me la norme, alors je dis que l'air est pollué. Alors, les normes sont des intervalles de valeur de ces éléments. Alors, quand tu vas dire que la valeur va déclencher avec l'intervalle, alors ça nous bien l'eau et l'air il est pollué. Aussi pour le sol. Alors pour le sol, la pollution du sol, la pollution le contrôle de la qualité du sol, il est étudié. On utilise dans la qualité, dans la détermination de la qualité du sol, l'existence des organismes qui vivent dans le sol. Alors, la disparition de ces organismes, de ces insectes maintenant, indique que le sol est pollué. Hein. Comme vous savez que le sol, c'est un milieu de vie de certains des insectes. Alors, si je trouve après l'absence d'un grand nombre d'insectes dans un sol, alors je peux dire que le sol est de mauvaise qualité. Hein. Alors, les organismes bioindicateurs qui déterminent que le sol est pollué ou non, on détermine donc les insectes qui déterminent l'indice, l'indice des organismes bioindicateurs du sol, puis l'indice biotique de la qualité du sol qui varie de 1 à 20. Alors, lorsque j'ai maintenant la valeur 19 maintenant ou bien 15, alors je peux dire que le sol est de bonne qualité. Plus la valeur est faible, plus la qualité du sol est faible. Et je termine les deux chapitres. Merci, donc vous prenez un résumé.